Bonjour, bonjour et bienvenue à, vous tous pour, ce nouveau webinaire, consacré aux situations commerciales et plus particulièrement aux situations commerciales difficiles. J'espère que vous avez passé, de très bonnes vacances, que voilà, vous revenez en pleine forme, la rentrée est là, les objectifs commerciaux sont également là, très certainement, qu'il faudra atteindre d'ici la fin de l'année et donc forcément participer voilà, à un webinaire sur les situations commerciales difficiles, c'est effectivement peut-être intéressant si c'est le cas, si vous comptez effectivement, si par hasard vous avez des situations difficiles à rencontrer, c'est le moment ou jamais pour les évoquer. Alors bien sûr, on ne traitera pas de toutes les situations commerciales difficiles parce qu'il y a de multiples possibilités, de multiples hypothèses, mais bien entendu, on essaiera, en tout cas, nous avons fait des choix sur certains types de situations commerciales difficiles que nous allons évoquer dans quelques secondes. Donc, à nouveau, bonjour et bienvenue à vous tous. Et nous allons donc maintenant pouvoir démarrer. Alors, vous savez que donc nous sommes Geresso, donc une structure de formation, également de conseil et d'édition spécialisée dans différents domaines, le RH, le commercial, le marketing et dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire et autres secteurs d'activité. Et donc, on a le plaisir, j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui en quelques, sur une petite heure sur les sujets effectivement de situation commerciale difficile. Alors, Hem, j'ai donc fait un choix aujourd'hui. C'est vrai que comme je le dis, les situations commerciales difficiles, elles sont nombreuses. J'ai, choisi d'évoquer celles qui sont le plus souvent fréquentes dans le cadre d'un entretien commercial ou lors d'une négociation. Bien sûr, il n'y a pas que ces sujets-là, puisque, dans le cadre des situations commerciales difficiles, on a aussi, par exemple, faire de la vente additionnelle à un client mécontent. C'est une situation commerciale difficile, c'est de la post-vente. Effectivement, il y a des sujets qui ont attrait à tout ce qui se passe après la vente. En l'occurrence, là, j'ai choisi plutôt de se dire: «Tiens, vous allez probablement avoir des nouveaux rendez-vous, vous allez probablement avoir, des clients à rencontrer. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile et donc c'est le moment ou jamais pour faire le point sur ces sujets-là, donc pendant l'entretien commercial et donc on a 3 thématiques. Alors on retrouve bien entendu les grands classiques de l'entretien de vente, c'est-à-dire la découverte, l'argumentation et la conclusion. Or, on sait que dans ces moments-là, il y a des moments difficiles, il y a des sujets qui sont un peu touchy parfois et également lors de la négociation, il y a des grands classiques bien entendu. La négociation, on sait que c'est souvent là où ça accroche le plus, où c'est le plus compliqué et on verra effectivement, 2 sujets, des sujets qui ont trait au pouvoir, parce qu'effectivement, dans la négociation, les négociateurs adverses utilisent des pouvoirs. Alors, moi, je les appelle les super pouvoirs des super-héros. Donc, on aura l'occasion de les évoquer tout à l'heure. Et bien sûr, le marchandage, c'est toujours pareil. Le marchandage, c'est je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Ça n'est jamais une bonne façon que de fonctionner dans le cadre d'une négociation. Donc voilà en gros les sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. On va commencer donc par le 1er sujet qui concerne l'entretien commercial. Alors, il y a, j'ai imaginé 3 situations. Quand on est en phase de découverte, on peut rencontrer diverses situations possibles. Voici les 3 situations potentielles que vous pouvez trouver et qui sont un peu plus complexes et difficiles qu'une découverte classique et traditionnelle. Premièrement, on peut avoir tout simplement le cas d'un client ou d'un prospect qui est naturellement réservé. Bah, c'est vous essayez de discuter avec lui, vous essayez de comprendre ce qui se passe et malheureusement, voilà, vous n'arrivez pas à obtenir les bons renseignements. Donc on verra très rapidement, mais je pense que c'est assez simple, à détecter et je vous dirai, bien entendu, ce que je préconise dans ce genre de situation. Là où c'est plus compliqué, c'est le deuxième. Où là, le deuxième, on va rentrer un peu plus dans la posture comportementale. Parce que quand on est, dans la relation client, il y a bien sûr les techniques de vente, il y a bien sûr la technicité des offres que vous proposez, mais il y a aussi tout un volet qui est un volet purement comportemental et ce volet-là, bien entendu, il est très important et donc on va voir comment, en intégrant certains sujets, de comportement, on arrive à déjouer la méfiance, de vos interlocuteurs et puis
le dernier sujet qui est assez embêtant, le client vous a fait venir ou bien alors vous avez organisé une réunion, vous le rencontrez, mais vous voyez bien dès le départ que c'est un rendez-vous de, on va dire, de courtoisie, mais qu'en fait, il n'y a aucune intention d'achat derrière. Donc on verra, là encore, en tout cas, je vous dirai quels sont les conseils que moi je peux vous prodiguer, que j'ai l'habitude de mettre en application lorsque je suis moi-même confronté à ce genre de situation. Donc voilà les 3 sujets que nous allons aborder. Je profite pour vous dire que j'ai accès également au chat, donc vous pouvez, à fur et à mesure, me poser des questions. Je peux y répondre à fur et à mesure ou je les garde pour la fin. Bref, en tout cas, vos questions ne resteront pas sans réponse, bien entendu, aussi bien celles que vous faites à fur et à mesure que, celles que vous pourriez poser en fin de webinar. Alors, on va commencer par le 1er client, prospect qui ne se livre pas, qui est voilà très fermé, il n'est pas très communicant. Alors ce que je vous montre est un grand classique, mais heu, je fais énormément de coaching terrain. J'en fais régulièrement, chaque semaine, dans différents secteurs d'activité et ce que je constate, c'est que très souvent, beaucoup de commerciaux que j'accompagne, n'utilisent pas les bonnes techniques de questionnement. Voilà, donc c'est un grand classique, poser des questions dans la phase de découverte, mais lesquelles permettent en tout cas d'ouvrir le débat et donc vous avez le fameux CQQ, c'est occupé, c'est le comment, quel, qui, combien, où, quand et pourquoi. Vous avez donc, ces questions toutes ces questions qui commencent par ce que je viens de dire, amènent à la discussion. Quelqu'un qui est réservé, qui ne communique pas énormément, quand vous lui posez des questions ouvertes, forcément à un moment donné, il va s'ouvrir. Il est obligé d'échanger. Alors, il est vrai que parfois ces réponses seront très courtes, juste une petite phrase simple. Mais du coup, il y a tout un le talent, commercial vise à rebondir sur sa question pour lui en reposer une autre derrière, pour creuser, pour aller plus loin, toujours en question ouverte. À chaque fois que je fais un test comme ça ou en coaching ou en situation, souvent, j'ai des commerciaux qui me posent des questions qui commencent par un verbe conjugué. Mais un verbe conjugué, c'est une question fermée. Pensez-vous que votre offre, sera suffisante pour vos collaborateurs? Hem, Avez-vous pensé à, compléter votre offre par telle autre offre? Donc toutes ces questions fermées amènent des oui ou des non et ça n'a aucun intérêt et d'autant plus avec un client qui est particulièrement réservé, particulièrement, f frai voilà, qui freine, qui ne veut pas s'ouvrir. Je n'ai pas 35 000 solutions, c'est les techniques ouvertes. Et donc, hop, excusez-moi, on revient là-dessus. Et donc, en clair, on a vraiment cette possibilité très forte de privilégier les questions ouvertes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus on posera de questions ouvertes, plus le client va forcément s'ouvrir. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors, ensuite, on a le client qui est méfiant. Alors là, par contre, il faut qu'on est sur la deuxième situation. Un client méfiant, j'ai longtemps travaillé sur ces thématiques parce que je me suis toujours posé la question pourquoi, quand on arrive en rendez-vous, malgré l'intention forte, du client de dire: «Oui, venez me voir, on va discuter, on va faire du business». Malgré ça, il y a quand même une méfiance et cette méfiance, si on creuse bien, elle est liée à une posture comportementale. Combien de fois vous vous êtes posé la question de se dire: «Tiens, j'ai, hem, j'ai, j'ai fait une bonne découverte, j'ai fait une bonne argumentation, j'ai bien traité les objections, j'ai tout fait correctement, mais le client, en finale, ou le prospect m'a dit: "Bon, bah, finalement, j'ai pas forcément travaillé avec vous"». Ah! Tout simplement parce que au-delà de l'offre, au-delà de tout ça, il y a une posture comportementale et cette posture comportementale, si vous arrivez à la déjouer, vous remportez énormément de business. Alors pour cela, je m'appuie sur, une école américaine, qui s'appelle Tracom. Cette école américaine a travaillé depuis très longtemps sur ces sujets de synchronisation et Tracom a démontré à plusieurs reprises que dans 30 des cas, ceux qui utilisent ce principe de synchronisation ont 30 d'efficacité commerciale en plus. Donc c'est pas un gadget, c'est quelque chose qui peut vraiment réussir à lever la méfiance, d'un client ou d'un prospect lorsqu'on est confronté à une situation comme celle-ci. Alors
Du coup, je vais vous dévoiler qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, un client, serait méfiant? En fonction de sa posture comportementale, la sienne, de sa posture relationnelle. Donc je vais vous décrire 4 postures relationnelles différentes et je vais vous dire, en fonction de chacune de ces 4 postures, comment vous devez fonctionner pour pouvoir lever cette résistance éventuelle. Et donc je vous propose de commencer par le premier. Alors comment on détecte ces postures comportementales? On les détecte par 3 choses: verbal, paraverbal, non verbal. En clair, qu'est-ce qu'il dit? Comment il le dit? Et qu'est-ce qu'il montre d'un point de vue de la gestuelle? Vous avez là une première situation. Admettons que vous avez quelqu'un qui a un vocabulaire précis, un débit calme, posé, avec des explications très détaillées, très précises et une communication factuelle. Et en plus de ça, vous constatez que c'est quelqu'un qui a des mains calmes, qui se tient en retrait, un regard peu soutenu, il ne regarde pas, hein, il n'est pas souvent en frontal au niveau de votre regard. Peu de mouvement, un visage impassible. Donc là, on a le verbal, on a le non-verbal et on a le paraverbal. Bien. Ça veut dire que ce qui le motive dans ce que vous allez lui raconter, c'est des éléments factuels. C'est des faits. Ce sont des principes, c'est de la logique, c'est de la régularité. Parlez-lui de chiffres, posez-lui des questions sur combien, posez-lui des questions sur des indicateurs, sur des caractéristiques. Ça, ce sont des choses qu'il va aimer, qu'il va adorer. Donc dans la phase de découverte, concentrez vos questions sur des éléments qui touchent aux indicateurs, aux caractéristiques, à des choses qui sont mesurables, avec une mesure tangible. Là, vous aurez forcément beaucoup plus de chances. On parle de synchronisation, Elisabeth, plutôt que synchronicité. On parle en fait de synchronisation comportementale et en fait, plus on va être dans des chiffres, dans des indicateurs, dans des caractéristiques, plus on va avoir une écoute plus attentive et quelqu'un qui sera beaucoup moins méfiant et beaucoup moins en résistance. On dit souvent dans les entretiens, quand on fait du coaching ou quand on fait des formations, on dit souvent, heu: «Ne parlez pas des caractéristiques des produits, parlez plutôt, des besoins et des avantages». Certes, dont acte, je prends en compte cette remarque. Pour autant, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde. Et il y a effectivement des clients qui attendent des caractéristiques, qui attendent du détail sur l'offre et pas forcément, le blabla qu'on peut mettre autour. Et en l'occurrence, là, si vous voulez lever, vous voulez aller chercher les leviers de décision et vous voulez enlever ce côté frein, résistance qu'il peut y avoir, eh bien, testez, cette technique de questionnement associé à des faits, des indicateurs, des caractéristiques, des logiques. Demandez-lui ce qu'il attend comme caractéristiques, quels sont les indicateurs qui vont lui permettre de mesurer si l'offre est efficace, et cetera, et cetera. Ça, ce sont des sujets qui vont forcément l'intéresser. Hem, je vous propose un deuxième profil. Vous avez, parfois des interlocuteurs, qui sont plutôt cash, qui sont directs, qui ont un débit rapide, sec. Communication concise. Écoutez, vous êtes venu me voir, j'ai pas beaucoup de temps, hein, ce sont souvent aussi des gens un peu impatients, qui vous disent: «Écoutez, allez, dites-moi petit 1, petit 2, petit 3, ce que vous voulez me dire». Waouh, c'est cash, c'est direct, alors ça déstabilise un petit peu. On sent qu'il y a une sorte de méfiance derrière, qui a pas envie de faire le business, quelqu'un qui est un peu direct et un peu cash et en plus, c'est quelqu'un qui a une posture physique qui se tient en avant, regard très soutenu, il vous regarde, hein, vraiment de façon très précise et puis avec des mouvements un petit peu rigides. On voit bien que ces personnes-là fonctionnent à l'efficacité, à la performance, à l'action. Donc, quand vous sentez qu'il y a un peu de méfiance par rapport à votre offre, parlez-lui de ce que ça peut amener comme résultat. Que s'il plug votre offre dans son environnement, il aura plus de résultats, plus de réussite, plus d'efficacité. Si ce sont des produits qui vont aider, d'autres acteurs de son entreprise à mieux fonctionner, ça ira plus vite, ça fonctionnera plus vite, ça ira plus vite. Enfin, tout ce qui a trait à rapidité, efficacité. Donc posez-lui des questions sur ce sujet, sur les délais. Combien de temps ça vous prend pour faire telle opération avec tel outil où on peut aller plus vite? Donc il y a toute une logique d'action, de performance, d'efficacité, de temps, d'espace-temps qui sont super, super importants. Donc plus vous allez lui poser des questions sur
l'efficacité, la performance, la réussite, des indicateurs, mais là des indicateurs d'action, pas des indicateurs de mesure, des indicateurs plutôt d'action, vous allez certainement avoir beaucoup plus d'écoute et beaucoup moins de méfiance de la part de votre interlocuteur. Voilà, c'est des choses fondamentales qu'il faut avoir en tête, dans la négociation notamment, ce sont des personnes, voilà, qui sont très directes, très cash, c'est combien, les chiffres, voilà, enfin c'est une il y a ce côté impatient et ils veulent aller très vite et donc ils ne souhaitent pas se disperser dans d'autres sujets. Hem, Faut-il flatter? Alors, c'est une bonne question, Céline. Alors, pas sur ces profils-là. Pas sur ces profils-là. En tout cas, justement, c'est une excellente transition, parce que je vais vous dévoiler un 3e profil où là, il faut flatter. En effet, et donc c'est la troisième situation que vous pouvez rencontrer. Vous avez parfois des clients, vous ne comprenez pas où est-ce qu'ils veulent aller. Vous vous sentez un peu perdu dans l'entretien parce qu'ils parlent de tout, de n'importe quoi, ils se dispersent, ils parlent d'une chose, ils parlent d'autre chose. On sent qu'ils sont très déconstruits, par contre, ils sont très communicants. Et donc, ils sont très démonstratifs. Alors là, la voix, voilà, la voix, c'est un vrai véhicule, de communication puissant. Le volume, le débit, ça s'accélère, ça ralentit, l'intonation et cetera. Vocabulaire très chaleureux, vous verrez, il y a parfois des adjectifs, heu, voilà, des jugements de valeur, il y a de la passion dans la communication. C'est très déstabilisant parce que, si vous êtes un commercial plutôt structuré, organisé, avec bien sûr de la méthode et cetera, quand on a en face quelqu'un comme ça, on se dit: «Ouh là, on va où là? Est-ce qu'il nous écoute vraiment ou est-ce qu'il ne le fait pas exprès? Est-ce qu'il joue pas un jeu pour nous déstabiliser?» Et finalement, il n'a pas envie de bosser avec nous. Et alors d'un point de vue corporel, alors là, on a droit à tout un festival, des mains énergiques, qui se tient en avant, regard très soutenu, beaucoup de mouvements, il se lève, il se bouge et cetera. Et là, donc pour revenir, c'est que, à la question que Céline, a posée dans le chat, là, clairement, oui, sa motivation, c'est centré sur lui. Donc là, oui, là, il faut flatter. Alors attention, flatter, flatter. On est en B2B, hein, donc quand on parle de flatter, soyons clairs, on parle de Heu, lui dire que son entreprise est une très bonne entreprise, avec de la notoriété, voilà, qui sont reconnus sur la place comme étant, voilà, une très belle entreprise, que lui-même peut-être a une posture, voilà, importante, il gère des équipes, et on sait que voilà et cetera. Donc on en fait, ce sont des clients qui achètent plus le relationnel, l'individu que, le produit. Alors certes, ils vont être sensibles au produit, c'est une évidence. Il n'y a aucun acheteur, aucun client qui dira: «Le produit, je m'en fous». Mais mais si on veut réellement si on veut pas qu'il y ait cette distance qui se crée entre la personne, le client et vous, il est indispensable d'aller chercher, voilà, du feeling, de l'échange, de la communication. Et puis bien sûr de la flatterie, mais alors de la flatterie positive, pas juste la flatterie pour flatter, hein. Ça n'amènera pas beaucoup de choses, en plus. Il nous reste un quatrième, une 4e profil éventuellement que je vais évoquer avec vous, qui est alors c'est un profil un petit peu particulier parce que c'est un profil qu'on a du mal à décrypter. Autant, le premier profil, bon, voilà, c'est clair, c'est carré, c'est comme ça, c'est la précision, c'est le détail, c'est les chiffres, c'est factuel, tout va bien. Le deuxième, c'est l'action, l'efficacité, la performance, donc on sait à peu près comment axer notre entretien. Là, on voit globalement, bon, c'est du feeling, c'est de l'intuition, on va discuter, on va communiquer, on va flatter et cetera, ça devrait le faire. Le sujet qu'on va avoir sur le dernier, c'est que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à l'humain, mais qui ne prend pas de décision. Et donc clairement, je vous rappelle que enfin nous en tout cas moi quand je suis en relation avec un client, moi ce que j'attends du client c'est qu'il me dise oui ou non. Alors je sais qu'on est dans des cycles de vente longs avec des parcours clients très longs quand on est en B2B, c'est pas du jour au lendemain, mais j'attends quand même des signes, j'attends quand même quelque chose qui pourrait me donner envie de dire: «Tiens, je vais continuer parce que je sens que ça va marcher». Et bah, là, avec ce type de profil, c'est compliqué. Pourtant, ils ont l'air très humains, très ouverts, très souriants. Vous allez voir, hein, très à l'écoute, voilà, avec une attitude très décontractée, un visage, voilà, qui s'anime avec des expressions et cetera. Et pourtant, il n'y a pas derrière,
la décision attendue. Alors, pour ce type de profil, il faut jouer collectif. Donc, l'offre que vous proposez, c'est le bien-être collectif. Le bien-être collectif pour une équipe, pour ses clients à lui, parce que si vous vendez un produit qui sera ensuite revendu ou transformé pour être revendu, c'est forcément, une problématique, qui peut l'intéresser. Dire voilà, pour l'intérêt collectif de vos clients ou si c'est un produit qui est destiné à l'entreprise, c'est pour l'intérêt collectif de l'entreprise, ça fonctionne. Si vous jouez sur quelque chose qui est centré sur les autres, parce que c'est pas quelqu'un qui est centré sur lui. C'est quelqu'un qui est centré sur les autres. Donc tous les choix qu'il va faire sont des choix qui doivent apporter un plus, une valeur ajoutée, aussi bien à l'entreprise si c'est des offres que vous proposez aux salariés de l'entreprise, ou alors à leurs clients si c'est des offres qui ensuite vont être transformées et réutilisées pour d'autres clients. En jouant ainsi, vous avez plus de chances de l'embarquer et d'avoir beaucoup moins de méfiance dans le cadre de cette partie de l'entretien de découverte. Pour conclure, avec cette thématique-là, je ne vous ai pas tout dit. En fait, j'ai surtout axé ma démarche sur la façon dont il faut communiquer avec lui et ce qu'il faut lui dire. Mais si on veut monter d'un cran, si on veut monter d'un cran encore cette synchronicité ou synchronisation, appelons-la plutôt synchronisation, hem, il faudrait également que vous adoptiez les mêmes postures non verbales que lui. Tout ce qu'on a vu sur le non-verbal, la posture, hein, je vous ai parlé des mains, je vous ai parlé du corps, je vous ai parlé, des expressions du visage, eh bien, c'est pareil. Si vous voulez également monter d'un cran, vous devez être en fait une sorte de miroir. C'est-à-dire en fait, fonctionner un peu comme lui sous l'angle non-verbal, donc sous l'angle corporel, les mains, les bras, le corps, les visages. Si vous fonctionnez de cette façon-là, vous avez encore plus de chances de créer une vraie synchronisation et dans ce contexte, du coup, vraiment d'avoir quelqu'un qui est plus dans la méfiance. Là, je peux vous dire que il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de méfiance possible. Vous lui ressemblez, il vous ressemble, la discussion est totalement ouverte et là, vous avez beaucoup plus de chances d'aller plus loin. Et alors, je ne dirais pas d'embarquer le business parce que il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui vont rentrer en jeu dans la réussite, mais déjà, ça enlève de la méfiance. Heu, Ce sont des sujets très difficiles. Je pourrais, vous illustrer, le cas que j'ai vécu tout récemment en coaching avec, une un de mes clients que j'accompagne et je vous expliquerai tout à l'heure quand on parlera de négociation, pourquoi ce commercial a raté de négociation. Il l'a raté non pas parce qu'il n'était pas, hem, il était pas bon sur l'offre, il était pas bon sur le contenu, parce qu'il n'a pas su adopter la bonne posture comportementale et je pense que il l'avait adoptée, je ne dis pas qu'il aurait fait bouche à 100, mais en tout cas, il se serait donné beaucoup plus de chances pour réussir. Ce qui veut donc dire que ça n'est vraiment pas un gadget et c'est vraiment une vraie source de réussite et ça enlève des difficultés, effectivement dans le cadre de la relation client. Voilà pour ce conseil numéro 2 et puis il restait un dernier sujet en phase de découverte que j'ai mis de côté, qui est qui est le client qui, hem, vous sentez déjà, dès les premiers instants de l'entretien, ça a dû vous arriver ça, enfin moi ça m'est arrivé et puis quand j'accompagne des clients, je vois bien, vous sentez que dès le début de l'entretien que ça va pas le faire. Vous voyez bien qu'il vous a reçu juste pour vous recevoir, que voilà, alors pour des raisons X diverses ou variées, peut-être, parce que voilà, c'est quelqu'un qui lui a recommandé, on lui a dit: «Tiens, tu vas le recevoir» et cetera, mais on sent bien qu'il y a aucune volonté de faire du business. Alors, ça peut se manifester de différentes façons. Ça peut être, par exemple, des situations, heu, où, il vous a dit: «Écoutez, j'ai 5 minutes à vous accorder ou 15 minutes à vous accorder, et pas plus parce qu'après il faut que j'y aille». Bon, on se déplace pas pour 15 minutes, surtout que sur du B2B, sur des cycles de vente longs avec, plusieurs entretiens. Enfin, à un moment donné, 15 minutes, c'est inintéressant. Hem, alors je profite pour lire un petit peu, qui ressentit le coq devant eux, qui tire à boulet rouge pour déstabiliser. Et le cas d'un décisionnaire qui rassemble son équipe pour faire le coq devant eux, qui tire à boulet rouge pour déstabiliser. OK, on en parlera après, effectivement. Je note la question René et je le garde pour après. Donc voilà, donc moi j'ai pas de souci pour le client qui est, où je sens que clairement, voilà, il nous a fait venir pour rien ou il est pas intéressé. Heu, il faut mettre les pieds dans le plat.
je pense qu'à un moment donné, ça sert à rien de perdre du temps. Moi, c'est ce que j'appelle du temps commercial. Le temps commercial est précieux. Déjà que très souvent les commerciaux sont, on souvent, peut-être vous-même ou d'autres commerciaux que j'ai l'habitude de côtoyer, vous n'avez pas que du temps commercial, vous avez parfois tout le temps administratif, il y a toujours un peu de choses en plus à faire, des reportings, des trucs à compléter, des choses et cetera, enfin des logiciels à traiter, les CRM et autres. Bon, c'est du temps «commercial» entre guillemets, mais c'est pas du vrai temps commercial en relation client. Donc ça sert à rien de perdre du temps commercial avec des clients qui n'ont pas envie. Et donc moi j'ai pas de souci, mais vraiment aucun souci pour leur dire au bout de quelques minutes: «Écoutez, bon, je vois bien qu'aujourd'hui vous voulez aller vite, vous voulez qu'on aille vite à l'essentiel, qu'on mais on est venu, on est là, est-ce que vos intentions de faire affaire avec nous sont vraiment réelles, quoi? Est-ce que voilà, vous nous avez fait venir parce qu'on a vraiment de réelles chances pour travailler ensemble ou est-ce que c'est juste un rendez-vous, voilà, de complaisance?» Je n'hésite pas à le faire parce qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Moi, j'ai du mal à accepter l'idée que je perde du temps commercial avec des interlocuteurs qui ne souhaitent pas donner, enfin, qui nous reçoivent juste, voilà, pour la forme, qui n'ont aucune intention derrière. Alors ça demande un peu d'affirmation, ça demande un peu d'aplomb, ça demande d'être sûr de soi, mais voilà. Alors après, je vous dis pas qu'il faille le faire systématiquement. Après, il y a peut-être des, comment dire? Des, des clients stratégiques, sur lequel ça peut peut-être pas se faire. Alors un prospect, à voir, mais voilà. Mais à un moment donné, pensez toujours à demander, à un client quand vous sentez que c'est un peu difficile, heu, voilà, est-ce que vraiment on a des chances de faire du business ensemble? Voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est indispensable. Je voudrais juste répondre à Francis qui dit: «Quid de notre propre personnalité dans ce cas de figure? Il faut devenir un acteur». C'est exactement ça, Francis. C'est-à-dire que la synchronisation part du principe où, tu es capable de détecter, comment fonctionne la personne qui est en face de toi et de créer les éléments de la synchronisation. Et c'est donc pas facile parce que nous-mêmes, on est dans une posture. Nous-mêmes, on est sur une des 4 postures qu'on a évoquées et parfois la posture de celui qui est en face, elle est tellement opposée à la nôtre que waouh, on a du mal. Alors fort heureusement, les entretiens commerciaux ne durent pas, une journée entière. Donc il faut faire effectivement, il faut prendre sur soi pendant 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, et jouer le rôle qu'il faut jouer. Donc l'idée, c'est comment? C'est je détecte rapidement comment fonctionne mon interlocuteur dès les premières minutes. Dès les premiers instants, je regarde comment il fonctionne, le vocabulaire, sa posture, et cetera. Je comprends comment il fonctionne et j'essaye, en tout cas dans la mesure du possible, d'être un petit peu acteur comme lui, si possible. Ça n'est pas forcément évident, voilà, je vous l'accorde, hein, hem, mais c'est 30 d'efficacité en plus. C'est ce que nous dit Tracom. Tracom nous dit, voilà, ceux qui maîtrisent la synchro, comportementale ont 30 d'efficacité commerciale en plus. Donc c'est pas un gadget, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Heu je suis en train de lire ce qui est marqué dans le chat, ne perdons pas notre temps aujourd'hui et ça l'a calmé. On a fait un rendez-vous de 2 heures au final. Ben voilà, donc voilà l'expérience de Valentine qui dit, avoir rencontré ce genre de situation. Elle a mis les pieds dans le plat, ne perdons pas notre temps. Si vous voulez échanger, hein, on le fait à un autre moment et finalement l'entretien a duré 2 heures. Donc voilà, je crois qu'il faut oser, je pense qu'il faut oser et c'est bien Valentine si tu l'as fait, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment utile, de le faire. Là encore, hein, je ne dis pas que ça fonctionne à 100, mais quand ça marche, voilà, après on se retrouve à devoir réellement échanger avec quelqu'un qui a compris finalement que, voilà, on n'était pas venu juste pour faire de la figuration, mais qu'on avait un réel intérêt commercial, derrière. Hem, que dit-on si: «Non, je ne compte pas réellement travailler avec vous»? Bah, enfin, je moi si, je creuse un petit peu, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Forcément, quelles en sont les raisons? Parce que c'est une image de marque, et cetera. Moi, je pars d'un principe dans la relation client, c'est que parce que on a souvent des clients qui nous disent: «Écoutez, moi, je ne veux pas travailler avec vous parce que je suis très content, de mes partenaires actuels, de mes fournisseurs actuels, ça se passe super bien, je ne vois pas pourquoi je changerais». Et moi, je leur dis: «Mais d'accord, mais à quel moment vous les challengez? À quel moment vous les confrontez
à d'autres offres? À quel moment vous les confrontez, pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils vous apportent plus de valeur ajoutée? Parce que le monde change, l'économie change, l'environnement change et c'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien que, demain, ça peut ne pas fonctionner. Donc il faut toujours avoir une veille active sur ce qui se fait ailleurs et donc que faites-vous pour les challenger? On a des tonnes d'exemples, hein, vous connaissez certainement l'exemple, le plus célèbre de Nokia, hein. Nokia qui n'a jamais cru, à l'écran tactile, qui dit: «Non mais ça marchera jamais l'écran tactile, c'est nul». Je rappelle que Nokia, il y a quelques années, était le leader de la téléphonie. Aujourd'hui, il a complètement disparu parce qu'il n'a pas cru en quelque chose, parce qu'il n'a pas challengé sa technologie, parce qu'il n'a pas su, aller plus loin que ce qu'il avait déjà. Il était leader donc je suis leader, mais on ne reste pas leader éternellement si on ne se renouvelle pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de challenger quelqu'un qui dit: «Ouais, mais écoutez, moi, je compte vraiment pas travailler avec vous parce que tout se passe bien avec mes prestataires actuels». Très bien, à quel moment vous pouvez les challenger? À quel moment vous les testez, voir si les prix n'ont pas évolué, s'il n'y a pas des meilleurs prix sur le marché, s'il n'y a pas un meilleur prix à qualité identique, voire meilleur, à quel moment vous les challengez? Si vous sollicitez pas d'autres prestataires, vous ne saurez jamais si réellement, vous pouvez obtenir mieux et en termes de prix et en termes de valeur ajoutée. Donc voilà, moi c'est comme ça que je gérerais le truc si j'avais, à le gérer, bien entendu. Hem J'ai accepté parce que vous avez insisté, à me rencontrer. Moi, je pense que c'est une qualité, hein. C'est une qualité, c'est une qualité, je peux vous raconter l'histoire de et après on va avancer sur le parce que le chrono tourne et j'ai d'autres choses à voir avec vous, mais à un moment donné, j'ai occupé une fonction de directeur commercial et il y avait absolument un client qui m'intéressait. Bien sûr, je tente une première fois, on me dit: «Non, non, mais écoutez, on a besoin de rien, tout va bien». OK, deuxième fois, troisième fois. Je crois qu'au bout de la troisième, alors à force de revenir sur des axes différents, j'avais emprunté des sujets différents, une approche différente. À chaque fois que je revenais vers ce client, enfin vers ce prospect, parce que c'était un prospect, c'était pas un client, à chaque fois que je revenais vers lui, je venais sur des axes un peu différents et à un moment donné, il m'a dit: «Écoutez, je vois que vous êtes plutôt quelqu'un de tenace, donc on va se rencontrer». Voilà. Donc, je pense que c'est une qualité. Un commercial qui insiste, alors attention après il faut éviter les situations de harcèlement ou autres et cetera. Mais un client qui est un commercial qui est pugnace, qui retente, ouais, pour moi c'est une qualité. Bah, justement, voilà, vous me recevez aujourd'hui. Ça prouve bien que finalement, j'ai peut-être eu raison. Alors je vous ai peut-être un petit peu bousculé, mais aujourd'hui on est là ensemble et profitons de ce moment ensemble pour voir qu'est-ce qu'on a à se dire, de quelle façon on peut travailler ensemble. Voilà, et vu sous cet angle-là, on positive le sujet, mais je pense que c'est une qualité, hein, un commercial qui, voilà, qui arrive à pousser à y aller, bah, c'est ouais, ça fait partie pour moi des qualités, dès lors qu'on n'est pas dans le harcèlement bien sûr et dès lors qu'on est dans la juste proportion des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce pavé, sur la partie de la découverte. On va passer sur l'argumentation. Alors, il y a un grand classique, hein, vous argumentez, voilà, vous êtes les plus beaux, les plus forts, magnifiques, votre offre est extraordinaire et puis on a toujours droit à la fameuse ou aux fameuses objections. Alors, vous allez me dire: «C'est un grand classique, mais voilà, mais est-ce que c'est vraiment un moment difficile dans l'entretien?» Alors, ça dépend. Il y en a qui sont très à l'aise avec ce sujet, puis il y en a qui ne le sont pas du tout, voire certains qui le sont à peu près. Moi, en tout cas, j'ai un grand principe. Un grand principe quand je traite les objections, c'est que je ne réponds pas. Vous allez me dire: «Mais non, il faut répondre». Pas tout de suite. Ne jamais répondre à un client qui objecte. Sinon, on rentre dans la surenchère. On rentre dans: «Tu me dis ça, je te dis ça, tu me dis ça, je te dis ça» et on joue au ping-pong pendant, quelques instants. Ça lui fait plaisir, hein, parce que ça lui dem ça met en valeur l'ego de pouvoir, que le client peut avoir ou le prospect, mais quelque part, est-ce que ça construit quelque chose? Alors moi, je vais vous dire si j'avais à traiter, enfin si je traite d'ailleurs, pas si j'avais à traiter, mais si je traite des objections, comment je les traite? Bon, alors j'en ai pris une au hasard. Il fallait bien que dans le cadre de ce webinaire, je trouve quelque chose qui est assez généraliste, une objection qu'on peut trouver, partout ailleurs. Je vous rassure, même des objections propres à votre métier,
à votre, à vos, je dirais à vos produits, à votre offre, on peut les adapter aussi, hein. Tout le travail que l'on fait nous en formation, c'est justement d'adapter, votre environnement, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, par rapport à votre environnement, on l'intègre, on le regarde et on le travaille, aussi bien en découverte qu'en argumentation et bien sûr qu'en objection. Alors si le client vous dit: «Ouais, mais voilà, vos concurrents ont une meilleure offre que la vôtre». OK, d'accord. Première chose à faire, première, ne pas répondre et tout de suite accepter. Alors vous allez me dire: «Mais pourquoi on perdrait notre temps à accepter?» parce que finalement, il nous casse un peu les pieds ce client, il est en train de nous freiner là. Mais il faut accepter pourquoi? Parce que alors là, si je vous dis l'acceptation, c'est pas un gadget là encore. Dans toutes les techniques de communication, dans toutes les techniques qui servent à désamorcer une situation, il est prouvé que accepter permet de désamorcer et d'aller plus facilement vers l'échange et la discussion. Je précise une chose, pour qu'on soit clair, accepter ne veut pas dire être d'accord. Parce que souvent, moi j'entends: «Oui, mais si tu acceptes, c'est que tu es d'accord». Non, 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 je ne suis pas d'accord. Moi, le client qui me dit: «Ouais, vos concurrents ont une meilleure offre que la vôtre», je ne suis pas d'accord avec lui, mais pas du tout. Par contre, je soutiens sa démarche, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Je pense qu'effectivement, c'est bien de comparer et moi, ce que je dis: «Écoutez, vous avez raison de comparer». Je dis pas que vous voyez, je ne positionne pas mon acceptation sur l'offre, qu'elle est meilleure ou elle est moins bonne. Je je Mon acceptation se base sur un sujet qui est si vous-même, si vous étiez acheteur de quelque chose, bah, vous allez comparer. Donc c'est normal qu'un client compare. Donc moi, je soutiens cette posture, vous avez raison. Comme ça, vous serez sûr qu'à la fin, voilà, de votre démarche de comparaison, bah, vous aurez la meilleure offre possible. Donc c'est parfait. À partir de là, je pourrais répondre, mais je ne réponds toujours pas. Et si vous voulez garder du pouvoir, vous voulez garder du lead dans le traitement des objections, vous devez impérativement poser des questions. C'est-à-dire, vous ne répondez pas, vous posez des questions. Je vais vous proposer un enchaînement de 3 questions. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à une seule, j'en enchaîne une deuxième, j'en enchaîne une troisième. Alors après, on peut se limiter à en faire qu'une seule. On peut en faire 2. Dans le meilleur cas, quand on en fait 3, je vous rappelle qu'au bout de 3, on n'a toujours pas répondu. Mais on a gardé le lead. Alors c'est dans ces moments-là qu'il faut garder le lead. D'accord? Donc première question que je pose, alors TOQ, c'est-à-dire TOC, ça veut dire tourner l'objection en question. Hein, donc je tourne l'objection en question. Bon, il me dit que les concurrents ont une meilleure offre. D'accord, très bien. Bah alors, quels sont les éléments de leur offre que vous trouvez meilleurs par rapport à la nôtre? Ça a un avantage, c'est que ça va l'obliger à dévoiler ce qu'il y a dans l'offre du concurrent. Parce que très souvent, on reste centré sur notre offre à nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que l'offre du concurrent a de meilleur. Avec un peu de chance, il va s'exprimer, il va dire: «Bah, écoutez, sur ce point-là, ils sont meilleurs, sur ce point-là, ils sont meilleurs». Très bien. Donc il va s'ouvrir et vous voyez que c'est une question ouverte, hein, entre autres. Je dis ça comme ça ou à tout hasard, mais c'est une question ouverte. Donc il va me donner quelques éléments sur lesquels je vais pouvoir me positionner et ensuite je vais lui dire: «Mais OK, mais à l'exception de ces points-là, qui apparemment sont meilleurs, d'accord, hem, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres points, qui sont meilleurs?» Pourquoi isoler? Parce que vous avez des clients et des prospects qui s'amusent à balancer question sur question. Objection sur objection, d'accord? Parce que ça les fait plaisir, parce que voilà, j'objecte, je suis bien, c'est top, c'est parfait. Non, non, non. Est-ce que à part ce que tu es en train de me dire, à part ces 2 sujets-là, qui a priori sont meilleurs chez le concurrent, que chez nous, est-ce qu'il y aurait autre chose? Comme ça, on l'isole. Et s'il me dit: «Non, non, écoutez, c'est les 2 points qui, aujourd'hui de friction et c'est les 2 points qui me paraissent importants». Parfait. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, il ne pourra plus revenir sur d'autres sujets. Ou alors c'est de la mauvaise foi. Clairement. Puisque là, je viens vraiment d'isoler, de lui dire: «Bon, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose?» Et après, on y va. Dernière question. Très bien. Donc, si je vous amène des réponses concrètement sur ces 2 sujets et que je vous prouve que notre offre est plus adaptée à vos besoins que celle de nos concurrents, est-ce que vous êtes prêts à nous faire confiance et donc avancer ensemble pour qu'on aille plus loin? Je souhaite obtenir un pré-engagement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va signer, ça ne veut pas dire qu'il va être d'accord, mais je il vient de me dire qu'il y a 2 points, d'achoppement, 2 points de friction. Je lui demande si ce sont les 2 seuls. Il me dit: «Oui». Très bien.
Donc si je lui prouve qu'on est bon là-dessus, est-ce qu'il est prêt à reconsidérer sa position et à retravailler avec nous? Donc vous voyez, c'est à aucun moment j'ai répondu à son objection. Bien sûr qu'après je vais y répondre, mais bien sûr, mais bien sûr. À un moment donné, il faut bien que j'apporte les réponses. Mais avant de répondre, on traite, on gère, on accepte d'une certaine façon, on pose des questions. J'ai toujours l'habitude de dire que celui qui pose des questions détient le pouvoir. Bon, ça, c'est ma façon de fonctionner. Celui qui pose des questions détient le pouvoir. Or, c'est à ce moment-là de l'entretien où il faut garder le pouvoir, parce que c'est à ce moment-là où on peut être déstabilisé. Donc, pensez-y la prochaine fois, et moi je suis prêt éventuellement, dans un contexte de formation, à travailler avec vous sur les types d'objections que vous pouvez avoir, hein. On travaille, tout récemment, on travaille dans le cadre d'un groupe automobile où on a travaillé sur, une vingtaine d'objections propres qu'ils pouvaient avoir et on a travaillé sur comment les amener, comment les traiter et comment les reformuler, quelles sont les questions qu'on pose derrière. Et donc il y a un vrai intérêt vraiment à fonctionner comme ça. Une fois que vous avez pris l'habitude, c'est un jeu et c'est très intéressant de fonctionner ainsi. Voilà, donc voilà encore une autre difficulté, voilà une autre situation commerciale difficile, qui peut effectivement, être un frein, à l'activité de vente. Et puis il y a la phase de conclusion. Ah! La phase de conclusion. Les fameuses résistances finales, vous savez? Alors vous en avez 2, hein, de résistances finales. Nous allons réfléchir. Alors voilà, c'est nous allons réfléchir, hein. Écoutez, on a un comité de direction, on est plusieurs à prendre la décision, notre codir va se réunir, on va voir, on va faire le point avec l'acheteur, si c'est un appel d'offres, voilà, nous allons réfléchir, on va faire un point on vous donne pas la réponse tout de suite, on va réfléchir et cetera. Bon, c'est classique en B2B, on n'a jamais la réponse tout de suite. Enfin, c'est assez rare, c'est en B2C, on peut avoir une réponse assez rapidement, mais en B2B, il y a toujours un espace-temps, un délai. Et donc l'histoire de «nous allons réfléchir», c'est normal. Bah, écoutez, on va se poser, c'est très bien, on a votre offre, on va la regarder de plus près, on a tout, on a le prix, on a tout ce qu'il faut, on a vos conditions, on y réfléchit, on revient vers vous. C'est un grand classique, sauf qu'en B2B, c'est quasiment tout le temps, puisqu'il y a pas de dé enfin, c'est rare quand on a une décision immédiate. Moi, parce que donc là encore, je vais accepter, hein, la fameuse acceptation que j'évoquais dans le traitement des objections. Alors je comprends, hein, que vous ayez besoin de prendre le temps de la réflexion, voilà, et derrière dans la foulée, pour autant, alors qu'est-ce qui vous empêche de vous engager tout de suite? Alors ça, c'est juste pour voir si j'ai derrière eux un engagement, enfin, si je peux déjà avoir un pré-engagement. Ils vont nous dire: «Non mais attendez, c'est pas nous qui prenons la décision, elle est collective, on a plusieurs, fournisseurs qui nous ont fait des propositions, on va les analyser, on va comparer». Très bien, mais voilà, si on fait fi des autres, heu, voilà, qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de vous engager tout de suite? C'est pour voir s'il n'y a pas derrière des choses qu'on aurait oubliées, s'il n'y a pas derrière une partie de notre offre qui a pas plu, mais pour laquelle on n'a pas forcément identifié, la résistance ou le frein. Heu, Voir s'il y a vraiment des points d'achoppement, au-delà du processus de décision de l'entreprise. Parce qu'en B2B, on sait que le processus est plus long. D'accord? Donc j'aime bien quand même aller chercher, OK, je comprends que vous avez un CODIR, voilà, vous avez une instance de décision, vous avez un appel d'offres, vous avez plusieurs, mais voilà, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? Alors pas tout de suite, mais vous engager déjà sur: «Ouais, notre offre est compétitive, elle est intéressante et voilà, je voudrais juste un engagement, alors pas sur la décision parce qu'on l'aura pas, mais un engagement sur qu'est-ce qu'ils pensent en finale par rapport aux autres, voilà, heu, voilà. J'ai eu l'occasion de le faire tout récemment là, au mois de, fin août là, dans le cadre d'un appel d'offres, je suis allé à Lille rencontrer un client, pour une commande assez importante, un gros appel d'offres et on a fait en sorte à recueillir déjà l'aval. Alors il y avait plusieurs produits, c'est une gamme sur 11 produits et on a pu comprendre qu'on était très, très bien placé sur 5 produits parce que voilà, est-ce que on peut vous engager tout de suite? Ils nous ont dit: «Non», bien sûr, mais par contre, ils nous ont fait comprendre que voilà, il y avait des choses sur lesquelles ils pourraient s'engager parce que c'est plutôt assez bien. Voilà, donc on a déjà une prétendance et c'est très intéressant. Ce qui permet ensuite de faire un peu de lobbying, si vous connaissez les techniques de lobbying, entre le moment où vous répondez à un appel d'offres ou vous travaillez avec un client, un prospect et vous savez que la décision elle est plus tard, vous pouvez travailler en lobbying, avec, les décideurs, et cetera et cetera. Autre sujet, qui est souvent nous devons en parler à notre direction, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur «Nous allons réfléchir» et toujours pour aller dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, j'aime bien j'aime bien et je trouve que c'est positif que
de demander des engagements, même si, on sait bien que la décision, elle est pas pour tout de suite. Et moi, ce que je leur dis, voilà, si vous aviez à prendre votre décision seul, ça serait laquelle? OK, il y a le CODIR, OK, il y a les autres offres, OK, il y a une démarche, mais vous, si vous aviez à prendre votre décision seul, là, on est en face to face, en one to one, qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez? Quelle serait votre décision? Ça, c'est très puissant parce que ça si vous avez quelqu'un qui vous dit: «Ah ben non, moi je trouve sincèrement que votre offre, moi si j'avais à la prendre seule, je dirais OK». Ça veut dire que dans la vente, vous avez un facilitateur. Vous avez un quelqu'un qui peut vous recommander. C'est très important parce que dans la vente, il n'y a pas que les décideurs, il n'y a pas que les acheteurs, il y a aussi les influenceurs. D'accord? Tout ça, c'est des sujets qu'on traite en amont quand on fait de la prospection. On pourra vous expliquer un jour en formation. Mais effectivement, il n'y a pas que la personne avec qui vous avez le rendez-vous, d'accord? Ou les personnes avec qui vous avez des rendez-vous. Il y a aussi des influenceurs. Ces influenceurs-là, ils sont super intéressants à avoir, parce qu'ils peuvent nous aider. Ils vont être des facilitateurs, pour la vente. Donc quelqu'un qui me dit: «Écoutez, c'est pas moi qui prends la décision, mais voilà, on va se réunir, on va décider ensemble». Beh, si vous aviez à prendre la décision là, seul, ce serait laquelle? Et si vous dites: «Ah non, moi je trouve que, ouais, votre offre est bonne, ouais, je pense que c'est celle-ci que je choisirais». Banco, on l'a, ça y est, c'est acté, on est bon, donc c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est des sujets que j'aime bien traiter avec, des clients, c'est des techniques que j'aime bien mettre en application. Alors je vois que le temps passe, il est déjà, 46. Alors, lors d'une négociation, voilà, là on arrive au deuxième sujet. Là, on a évacué les aspects, de l'entretien commercial, d'accord? Parlons maintenant de négociation. Ah, négociation. C'est quand on parle de prix, de contrepartie, de ces choses-là qui nous embêtent, quand on fait de la quand on fait de la vente. Alors, je vais vous parler des super pouvoirs des super-héros. Voilà, Spider-Man, Batman, on connaît, mais ou les classiques de Marvel. En l'occurrence là, moi j'aime bien, plaisanter avec ça, dire nos clients, ils ont des super pouvoirs, des super-héros et ces super pouvoirs-là, ils les utilisent en négociation pour nous déstabiliser. Uniquement pour ça, pas pour négocier, enfin pas pour obtenir un prix ou pour obtenir, c'est juste pour nous déséquilibrer parce que plus ils vont nous déséquilibrer, plus ils se disent: «Si on déséquilibre, on il va céder plus facilement» et donc au moment où on arrivera sur le cœur du sujet, là, on va être déséquilibré et donc on va céder plus facilement. Donc ces super pouvoirs-là, il faut les, comment dire? Il faut les contrecarrer, d'accord? Il faut absolument, y répondre pour éviter qu'ils déstabilisent la négociation. Alors qu'est-ce qu'on a comme super pouvoir? Alors je les ai pas tous mis, parce qu'en plus le temps court, donc il faut qu'on aille vite. Mais le super pouvoir du poids, c'est un client qui vous dit: «Écoutez, moi je suis un client important dans votre portefeuille, d'accord? Donc je sais que vous ne pouvez pas vous passer de moi». Et si c'est un prospect, c'est pareil. On va dire: «Attendez, si je vous passe une commande, vous voyez bien que c'est du volume, donc je vais être un client super important pour vous». Et donc pourquoi, un négociateur adverse utiliserait cette technique-là? Beh, pour tout simplement, se dire: «Ouh là, il me met en difficulté, donc ça veut dire que si je baisse pas le prix ou si je travaille pas sur mon offre différemment, on fera pas le business». Donc ça sert à déséquilibrer, ça sert tout simplement à déstabiliser, d'accord? Alors après, la réponse que je vous donne là, sur comment rééquilibrer cette posture, est une réponse généraliste. Après, comme je le disais souvent en formation, au cas par cas, en fonction, de ce que de vos situations, on travaille beaucoup plus en granularité sur qu'est-ce qu'il faut répondre. Mais là, en l'occurrence, je reste sur une réponse généraliste, bien entendu, parce que, vous êtes nombreux, sur ce webinaire, mais vous venez peut-être de plusieurs secteurs d'activité avec, des entreprises peut-être de tailles différentes, donc c'est compliqué de pouvoir avoir une réponse unique pour tout le monde. Donc chaque cas est à travailler ensemble pour trouver la bonne réponse. Donc de façon généraliste, qu'est-ce que je répondrais? Bah, écoutez, nous aussi nous aussi on est une grande entreprise, on a de l'expérience, on a l'habitude d'accompagner des entreprises de votre secteur d'activité, on peut donner des références, d'accord? Et donc, un peu comme si on devait lui dire: «Écoute, on n'a pas forcément besoin de toi, quoi». Enfin, c'est un peu ça, quoi, hein. «Écoutez, vous êtes un client important, ça tombe bien, nous sommes un fournisseur important aussi». Et d'ailleurs, on est aussi très important pour quelques-unes des entreprises qui sont dans votre secteur d'activité et qu'on accompagne aussi. Donc, bah, d'ailleurs, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a toute la même légitimité que vous pouvez avoir vis-à-vis de nous.
hein. Ne pas hésiter, voilà, à rééquilibrer pour reprendre un peu de pouvoir dans la négociation et ne pas se laisser baisser. Parce qu'il n'y a pas que le super pouvoir du poids, il y en a d'autres. Et s'ils en font un, 2, 3, tac, 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 on se laisse déstabiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? À la première situation, on va devoir baisser le prix ou travailler sur autre chose. Donc, gardons de l'assurance, gardons de la puissance pour aller sur le super pouvoir du poids. Et c'est pareil pour le super pouvoir du choix. Le client qui vous dit: «Écoutez, c'est pas un problème. Si, des fournisseurs comme vous, j'en ai plein. Donc, si c'est pas avec vous, c'est pas gênant. Moi, je suis un très bon client, je suis un très bon prospect, donc moi, on vient me chercher. Je suis tout le temps démarché, donc si c'est pas vous, c'est un autre». Ça, c'est fait aussi pour dire: «Bah, vous avez intérêt à faire un effort parce que sinon je ne travaillerai pas avec vous». En gros, c'est ça, hein, l'idée du super pouvoir derrière. Là encore, la réponse que je vous amène est une réponse généraliste qui est à travailler, ensuite en peaufiner en fonction de vos situations personnelles. Mais l'idée de se dire que, moi j'aime bien la notion d'approche globale, c'est-à-dire que et d'accompagnement stratégique. Heu, on n'a pas beaucoup le temps de développer ça, mais je pense qu'aujourd'hui qu'un fournisseur et d'ailleurs les études de marché le prouvent, hein, il y a des études qui ont été faites, des sondages qui ont été faits, des études qui ont été faites auprès de dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants recherchent bien plus qu'une offre, bien plus qu'un produit. Ils recherchent, un discours d'approche globale, d'accompagnement global de l'entreprise. C'est-à-dire presque être influent pour accompagner l'entreprise à mieux se développer, accompagner l'entreprise cliente à mieux se développer. Donc, disons que, OK, tu as le choix sur le produit, mais mais nous, on est là pour t'apporter quelque chose de plus large. On t'accompagne dans le développement de ton entreprise, on va être à tes côtés pour travailler avec tes équipes pour, que l'implantation, de telle offre puisse apporter, voilà, du bien-être ou enfin, ou une plus grande productivité, une plus grande efficacité. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche très centrée client, qui va au-delà du choix du produit, d'accord? Quand on monte d'un cran on n'est plus sur le produit là, on est sur autre chose, on est sur un accompagnement stratégique. On a un peu plus de crédibilité et on arrive à rééquilibrer les situations. Mais là encore, ce sont des réponses généralistes, hein, que je vous donne, bien entendu, pas des réponses, spécifiques. Et puis, le pouvoir de l'influence. Ah, qui vous a pas dit: «Bah, écoutez, moi je suis président de telle, société de je suis président d'une association, de producteurs, je suis, à la tête d'un syndicat, d'industriels, je suis à la tête, d'une holding avec plusieurs, filiales, je suis président d'un club de dirigeants. Donc si vous ne me faites pas le meilleur prix, si vous ne me faites pas la meilleure offre, bah, moi je vais vous casser auprès des autres». Ah, l'influence. Influence très négative que peut avoir quelqu'un, du fait qu'il a des pouvoirs ailleurs, qui peuvent nous, effectivement nous être, néfastes. Bon, à ce moment-là, moi je renverse la situation. Je dis: «Écoutez, puisque puisque vous êtes, puisque vous êtes influent, bah, vous allez pouvoir être influent aussi du bon côté des choses». C'est-à-dire, si vous êtes capable, bah, d'avoir une influence négative sur nous, ça veut dire que vous pouvez avoir une influence positive. Donc, on se fait un deal, on travaille ensemble sur l'offre la meilleure. En revanche, vous nous mettez en relation avec, alors si c'est le président d'une holding avec les autres filiales, si c'est, quelqu'un qui est à la tête d'un syndicat professionnel, vous nous mettez en relation avec vos adhérents et on crée les éléments de l'association. Puisque tu es si influent que ça, puisque tu es si influent négativement, bah, vas-y, montre-moi que tu peux être aussi influent positivement. Donc on va travailler sur l'offre ensemble, d'accord? Pour qu'elle soit la meilleure possible. En revanche, derrière, tu me donnes du contact. Voilà, on exploite ce côté influence négative en influence positive. Mais là encore, ça reste à peaufiner en fonction de vos situations. Hem, et puis voilà, il nous reste un dernier sujet, bah, ça tombe bien, on sera dans le timing, il nous reste, 7 minutes. Le marchandage. Tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça. Alors moi, c'est pas vraiment la notion que je me fais du marchandage. Je pense que la négociation, c'est une réunion de travail entre plusieurs parties qui ont chacune leurs exigences et donc, dont on attend des engagements réciproques. Donc vous voyez que dans la façon dont j'évoque la négociation, on ne parle pas de contrepartie,
on parle pas de marchandage, on parle tout simplement d'une réunion de travail, pour, je dirais pour que chacun y trouve, réponse à ses exigences et que chacun s'engage. Moi, j'appelle ça des engagements réciproques. C'est-à-dire que, quand on est sur des engagements réciproques, on est sur un système équilibré, tout autant que si on peut dire que la négociation, est quelque chose d'équilibré. Parfois j'ai j'ai quelques je j'ai parfois voilà quelques, quelques quelques réticences à penser que les négociations sont toutes équilibrées. Mais en tout cas, le but c'est d'y aller en tout cas au maximum vers la négociation, équilibrée, c'est ce qui est une évidence. Donc pour moi, le marchandage, c'est une tractation laborieuse, d'accord? Pour obtenir des avantages plus ou moins honorables. Et donc, il n'y a pas vraiment de posture de gagnant là-dedans. Donc moi, je pense, et là, je vous le dis, je reviens là-dessus, expliquez à votre client qu'une négociation n'est pas un jeu de marchandage, mais que la négociation, c'est une réunion de travail où on va mettre autour d'une table plusieurs parties sur lesquelles chacun a ses exigences et on va essayer de trouver les solutions des exigences de chacun et afin de quoi? Afin d'obtenir des engagements réciproques. Les engagements réciproques. Les engagements, c'est quelque chose qui engage, d'accord? Et c'est réciproque. Ça veut dire que vous allez vous engager, vous, monsieur le client, monsieur le prospect, vous allez vous engager vis-à-vis de nous sur un certain nombre voilà, d'éléments et nous allons également, nous engager par rapport à ce que vous souhaitez. On est vraiment sur des engagements qui sont réciproques. On est là pour travailler ensemble, pour trouver quels sont les engagements que chacun va prendre et c'est beaucoup mieux que de dire: «Tu me donnes ça, je te donne ça». D'accord? Un engagement, c'est quelque chose qui est partagé, quelque chose qui est construit ensemble, qui est co-construit. Ce qu'on appelle la négociation raisonnée, la négociation co-construite. Alors, là encore, je ne dis pas que ce soit facile et je ne dis pas que c'est tout le temps possible. Mais quand ça l'est et quand c'est possible, c'est vraiment, vraiment l'occasion pour le faire parce que, alors il y a plein de techniques, bien sûr. Là, je vous dis ça très rapidement. Mais dans la négociation raisonnée, il y a plein de sujets, voilà, qui sont notamment tout ce qu'on prépare en amont, là où on peut aller, là où on peut pas aller, les interdits, et cetera. Enfin, il y a toute une démarche, de préparation en amont et de technique quand on est en face à face, avec, bien sûr un prospect ou avec un client. Mais arrêtons de penser que les négociations, c'est un combat, arrêtons de penser que les négociations, c'est, une lutte, entre 2 personnes qui veulent absolument avoir raison. C'est une réunion de travail, ensemble, sur des engagements réciproques que l'on va prendre, pour que les exigences de chacun soient répondues. Voilà, ça, c'est la meilleure façon de traiter une négociation et moi, j'ai pas de mal à le dire au client, client ou un prospect qui dit: «Bah, écoutez, on se voit parce que maintenant il faut qu'on passe à la phase, négociation». En B2B, il y a c'est souvent des réunions différentes, enfin, il y a un parcours client qui est plus long. Au moment où on doit rentrer en négociation, je dis: «Attendez, c'est pas une négo, hein. Moi, je viens vous voir, on se fait une réunion de travail, tous ensemble, toutes les parties qui vous paraissent fondamentales pour, trouver l'attente qui va bien et on va se poser, on va regarder les exigences de chacun, on va vous faire part de nos exigences et on va essayer de trouver des engagements qui sont réciproques». On pose le débat bien avant de démarrer et ça donne je dirais une notion, de négociation co-construite, de construction, voilà, de travail ensemble. Voilà, ça va vite, hein, il est déjà 14h58. Je tenais à vous remercier parce que vous avez, certains d'entre vous ont réagi, ont interagi sur le chat et ça c'est bien. Ça m'a permis de répondre au fur et à mesure. Il y avait une question à laquelle j'avais pas répondu. Ah oui, c'est le manager qui fait le beau là devant ses collaborateurs. Heu, heu, oui. Après on n'est pas là pour le mettre en porte-à-faux vis-à-vis des collaborateurs, parce que c'est du coup là, on va se le mettre à dos. C'est essayer de jongler en disant que voilà, qu'il a forcément de bonnes raisons, que c'est bien ce qu'il dit et que c'est bien s'il impose et cetera et voilà, on essaye ensuite d'enclencher une réflexion collective. Moi, souvent, je dis: «Mais qu'est-ce que vous en pensez?» Et là, je m'adresse aux autres qui sont éventuellement dans une salle de réunion. J'essaye d'aller chercher des appuis, des facilitateurs d'un côté ou de l'autre, pour essayer d'avoir, voilà, des soutiens. Mais bon, après, quand on a, voilà, un patron qui fait le coq, hein, comme c'était marqué c'est décrit ainsi dans le chat, bon, bah, il faut pas le mettre en porte-à-faux, ça c'est sûr, parce que sinon c'est mort. Si on le met en porte-à-faux devant ses collaborateurs, là, on est cuit. Mais plutôt, voilà, essayer de voir si on n'arrive pas à trouver des appuis dans le groupe pour, aller un petit peu dans son sens et un petit peu le tempérer. Voilà. 14h59. Heu, avez-vous des questions?
elles ont déjà été posées à fur et à mesure, peut-être que vous en auriez d'autres, mais voilà, Gérézo et moi-même, on reste à votre entière disposition, bien entendu, pour toute demande éventuelle que vous souhaiteriez nous faire. Voilà, on est ouvert à vous entendre, on a des offres, voilà, de formation qui sont totalement adaptées, sachez qu'on personnalise tout, c'est ça qui est important. Là, on est sur un webinaire généraliste, mais bien sûr, on adapte tout. Donc à heu, chacune de vos problématiques, nous avons des solutions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ma part. Je voulais vraiment vous souhaiter, une bonne rentrée commerciale, parce que ça y est, on y est. C'est la rentrée, du business, des affaires et voilà, et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de quoi que ce soit pour, qu'on puisse vous aider à faire en sorte que cette rentrée, voire l'année 2024 soit meilleure en matière de d'excellence commerciale. Merci à vous, bonne rentrée commerciale et au plaisir de vous croiser, prochainement, chez Gereso. Merci.